Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue et puis merci d'être avec nous pour ce nouveau temps de Zero to One, le forum organisé par H7. Je suis très content d'être avec vous et d'être à côté d'Alexandre pour animer ce nouveau temps dédié à entreprendre avec succès en 2023 en mettant l'impact au cœur de sa mission. Alors je me présente rapidement, je suis Simon Bitodo, je suis directeur des incubateurs en France d'Inco. Inco, on est une organisation qui vise à construire une économie plus durable, plus inclusive. Donc évidemment, l'impact est au cœur de notre mission. Et pour ce faire, on a différentes activités, notamment une activité d'investissement, une activité de gestion d'incubateurs et d'accélérateurs, donc de programmes d'accompagnement, et une activité de formation pour former des personnes éloignées de l'emploi à des métiers liés à la transition numérique ou transition écologique. Donc la thématique, évidemment, me parle évidemment beaucoup. Et donc merci aux équipes d'H7 de m'avoir proposé d'animer ce temps en compagnie d'Alexandre. Merci d'être avec nous. Merci, merci Simon. Alors, tu es un entrepreneur, on va dire, aux multiples casquettes. Je vais sans doute pas avoir l'occasion de résumer l'ensemble de ton parcours là en une minute, mais du coup, tu es entrepreneur, philanthrope, fondateur d'Epic, de Bliss, tu es auteur de plusieurs ouvrages, La révolution du partage, Giving Purpose is the New Currency, Ose, tout le monde peut devenir entrepreneur. Tu as également un podcast sur lequel on peut t'écouter interviewer des invités plus inspirants les uns que les autres, donc le podcast Pause. Et on va avoir 35 minutes à peu près ensemble jusqu'à midi pour partager ton parcours, ta vision de l'impact et ta vision de comment est-ce qu'on peut entreprendre en mettant l'impact au cœur de son projet aujourd'hui. Ma première question peut-être pour toi Alexandre, c'est donc avant de devenir ce président de Bliss et d'Epic Foundation sur lequel on reviendra dans un instant, tu as été entrepreneur dès l'âge de 17 ans, donc c'est assez atypique. Est-ce que tu peux nous dire peut-être ce qui t'a poussé à entreprendre aussitôt ? Donc bonjour à toutes et à tous. Merci aux équipes d'H7 de m'avoir invité et de m'avoir convié à venir à Lyon. Merci Simon. C'est vrai que souvent les entrepreneurs, je vais peut-être poser la question, qui est entrepreneur ici ou qui a déjà monté sa boîte ? Qui veut monter sa boîte ? Ouais, donc il y a beaucoup de gens, enfin quasiment tout le monde va devenir entrepreneur. Et donc je pense que c'est un sujet donc, qui nous rassemble tous. Il y a toujours une raison pour laquelle on va l'être. Et c'est toujours une bonne chose parce que c'est assez dur quand même d'être entrepreneur. La perception que souvent peut nous être donnée de l'entrepreneuriat, c'est une sorte de voie vers le succès, parce que c'est vrai que quand on voit certains entrepreneurs, on se dit ils ont réussi, donc ça a l'air simple. Pour tous les entrepreneurs qui sont ici, qui l'ont déjà fait, vous savez que c'est l'inverse de ça. La réalité est bien opposée à la perception. Et c'est vrai que pour que justement on continue à avoir ce courage, cette volonté, alors c'est vrai que ça remplit aussi de joie d'être entrepreneur, mais c'est quand même très compliqué. Il faut souvent qu'on soit motivé par quelque chose. Et je vais peut-être vous surprendre, ou ça va peut-être vous déranger ce que je vais vous dire, mais moi j'ai été motivé par l'argent. Et je l'assume. Parce qu'à 17 ans, quand j'ai monté ma première entreprise, il fallait que j'ai les moyens financiers. Alors ça ne se dit pas forcément, hein, mais certains d'entre vous peut-être ont cette même volonté parce qu'il faut protéger quelqu'un ou quelque chose ou un sujet, et parfois ce n'est pas totalement noble. Et quand j'avais 17 ans, moi j'avais une vraie volonté, c'était de protéger les gens que j'aime. Pour être très franc avec vous, je n'avais pas de volonté d'avoir 5 bateaux et 10 voitures, pas du tout. Mais je savais qu'il fallait que j'ai ces moyens financiers. Et donc j'ai fait en sorte d'avoir ces moyens financiers. L'entrepreneuriat était pour moi ma clé vers ce succès. C'est intéressant parce qu'effectivement, quand on voit le titre de la session à laquelle on participe, entreprendre en mettant l'impact au cœur de sa mission, effectivement, c'est assez intéressant de démarrer par cette motivation de l'argent qui est pas celle à laquelle on peut forcément s'attendre. Et ça va être intéressant de voir que, justement comment est-ce que derrière, dans ton parcours, tu as pu aussi obtenir, j'imagine, d'autres sources de motivation au-delà de l'argent, mais que ça a pu être un moteur pour entreprendre à 17 ans. Et donc, on l'a dit, tu as créé plusieurs sociétés, notamment Scroon, que tu as revendu à BlackBerry en 2013, Phone Valley à Publicis en 2007. Est-ce que peut-être tu peux nous partager tes expériences d'entrepreneur, on va dire à tes débuts d'entrepreneur, et comment est-ce que justement tu as réussi à passer de 0 à 1, puisque c'est le cœur de la journée d'aujourd'hui. Bien sûr. Alors, ça dépend où on met le 1, parce que je pense que, de nouveau, le 1, peut-être il y a 20 ans, ou il y a 10 ans, il y a 5 ans, ou peut-être ton 1 ou mon 1 est différent. Donc c'est ça aussi qui est un peu compliqué, et surtout, faites attention à la pression que vous pouvez vous mettre vous-même, ou la pression que les autres vont vous mettre. Souvent, ce 1, je le définis comme votre définition à vous-même de votre succès. 1, partons du principe que c'est le succès. Et c'est vrai que c'est, pour moi, le 0 à 1, ça a été à chaque fois essayer de trouver l'énergie nécessaire pour arriver à atteindre un objectif. Alors l'objectif, je pense que nous tous ici,
qui sommes entrepreneurs, on se donne au départ un objectif. Moi, je me suis toujours trompé dans cet objectif, pour être très franc avec vous. Chaque fois que j'ai monté ces entreprises au départ, en tout cas, j'avais toujours comme volonté de vendre mes boîtes. Donc moi, j'étais monté dans un modèle en disant, je vous rappelle mon objectif de départ, avoir les moyens financiers, parce que j'avais compris que ces moyens financiers allaient me donner une influence. Cette influence, j'allais dédier ma vie, je l'ai su très tôt dans ma vie, que j'allais dédier ma vie aux autres. Donc je vous teasais un petit peu quand je vous disais que c'était pas très noble. Mais oui, c'était pas très noble, parce que la vérité, c'est qu'il fallait que j'ai les moyens de mes ambitions. Et les moyens de mes ambitions de dédier ma vie aux autres, aux personnes qui ont des vraies grandes difficultés, c'était d'avoir des moyens financiers. Mais mon objectif était toujours le même. Alors, chaque fois que je montais une entreprise, tu citais une entreprise sur le web, sur les réseaux sociaux, sur le mobile. Donc, tous les 5 ans, je créais quelque chose. Je me disais, tiens, il y a un besoin. Je créais quelque chose et je me disais, dans 5 ans, je la vends à telle personne. Alors, moi, je me disais, c'est cette personne que je vends. D'après vous, est-ce que j'ai réussi à vendre une de ces entreprises à la personne que j'avais imaginée au départ? Jamais. Alors, j'ai réussi à les vendre quand même, hein, donc ça s'est bien passé. Mais jamais à la personne que j'ai imaginée au départ. Il n'empêche que dans mon 0 à 1 personnel, j'étais à 0 comme nous tous, on démarre à 0 à chaque fois, et je m'étais donné un objectif, qui était là, de vendre cette boîte-là pour aller à autre chose. Alors, ça, c'est la première réponse sur le 0 à 1. Après, point très important d'entrepreneur à entrepreneur que je voulais partager avec vous aussi ce matin, et tu le sais évidemment très bien, Simon, c'est l'étude de marché. Souvent, on se lance en imaginant qu'on a fait l'étude de marché ou qu'on est assez sûr de là où l'objectif qu'on doit atteindre. Et ce 0,1 est aussi assez essentiel par rapport à ça, parce que la plupart du temps, en fait, on ne prend pas assez de temps à faire l'étude de marché. Alors, je vous donne un exemple d'une entreprise. Peut-être que c'est juste après que tu vas me parler des pics, mais je vais préempter ça. L'étude de marché, chose extrêmement simple à faire, donc vous n'avez pas besoin de dépenser des fortunes, extrêmement simple à faire, et je vais vous donner l'exemple d'une étude de marché que j'ai faite et qui a réussi, qui a bien fonctionné, parce qu'on a créé une entreprise qui a beaucoup d'impact après. Je suis allé voir il y a 8 ans de ça, des gens comme vous, et je me suis dit, je suis quand même assez étonné que quand je rencontre des gens qui ont des moyens, plus ou moins importants, qu'ils ne soient pas aussi impliqués dans des causes sociales. Et je me suis dit, il y a bien une raison pour ça. Et donc je me suis dit, on va leur poser des questions simples, et je vais vous les poser ce matin. Est-ce que vous pouvez juste lever la main si vous avez, toi aussi Simon, je vais te faire participer, si vous avez donné du temps ou de l'argent à une cause sociale l'année dernière? Est-ce que vous pouvez juste lever la main si vous avez donné 1 euro, 5, 10 ou du temps à une cause sociale, n'importe quelle cause sociale? Maintenant, laissez la main. Non, laissez la main, un peu d'exercice. Il est 12h30, je sais que c'est dur, mais laissez la main si vous pensez avoir donné suffisamment. Est-ce qu'il y en a quelques-uns? Peut-être, t'hésites, on n'est pas sûr. Regardez autour de vous, j'en ai 2 là, peut-être quelques-uns. Et en fait, question extrêmement simple que je vous ai posée ici. Question que n'importe quelle personne a la capacité de répondre sans avoir fait un doctorat. Eh bien, je me suis rendu compte que quand je posais ces 2 questions, où que j'allais dans le monde, j'avais les mêmes réponses. Et donc, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Nous tous, entrepreneurs, on se dit, on a des questions simples, on a une réponse évidente, il y a certainement un business à créer, et le 0 était simplement évident à cette étude de marché. Le 1, c'était, on va développer une organisation sociale qui va tenter le plus possible de faire que bientôt, dans quelques années, quand je vous reposerai cette question-là, quand je vous dis « Est-ce que vous pensez avoir fait suffisamment ?» vous me répondrez « Bien sûr ». Parce que en fait, les gens me disaient à chaque fois à la fin de ces conférences ou de ces discussions « Alexandre, j'aimerais donner plus, mais je vais te dire pourquoi je ne donne pas plus. Je n'ai aucune confiance dans les associations. » Et tu le sais, toi, avec ton parcours, tu sais que les gens parfois ont un manque de confiance dans les associations. Je n'ai pas le temps et je n'ai pas la connaissance. Donc je suis très bon en marketing, en finance, en médias. Et pour ces raisons-là, les gens, ils disent je vais faire peu ou moins. Et voilà. Et donc en fait, le principe était évident au départ. Et mon 1 était là. Alors après, 7 ans après, est-ce qu'on est au 1 que j'imaginais à 7 ans? Ce sera peut-être des questions futures, mais en tout cas, le 0,1 était à ce moment-là assez évident.
Et là, justement, on voit se dessiner un petit peu Epic, la fondation que tu as créée, qui vient justement répondre à cette problématique. Peut-être, du coup, pour aller sur cette dimension de l'impact social, qui est maintenant au cœur de l'ensemble de tes activités. Peut-être première question assez simple, mais pour toi, enfin, assez simple en théorie, mais en tout cas, pour toi, c'est quoi l'impact social? Qu'est-ce que tu as envie de soutenir, en fait, quand tu imagines une structure qui a un impact social ou environnemental? Oui, je pense que c'est vrai, même le terme d'impact, Simon, tu le sais, je pense que si on pose la question aux 250 personnes qui sont là maintenant, on aura peut-être tous une vision un petit peu différente de ce que veut dire l'impact. Alors d'ailleurs, l'impact social, aujourd'hui on voit que c'est minimisé en fait, le travail qu'on essaye de faire au quotidien, beaucoup de gens qui sont dans cette salle. Donc c'est la partie sociale évidemment, la partie sociétale et la partie aujourd'hui environnementale, c'est tout le travail que nous allons faire, nous, en tant que société civile, pour avoir justement une société meilleure. Et on voit aujourd'hui que, et c'est ce qu'on parle de ESG, parce que c'est un sujet qui revient souvent, donc l'environnemental, le sociétal et la gouvernance d'entreprise. Donc c'est vrai que, et là c'est plutôt l'entreprise Bliss, qui est une société d'investissement que je dirige et qui investit dans des entreprises portées par ce type de mission. Et c'est vrai que quand Bliss investit dans ce type d'entreprise, Bliss investit dans des entreprises que vous connaissez évidemment, comme Too Good To Go, peut-être que vous utilisez, que j'espère que vous utilisez beaucoup, Brut, vous connaissez évidemment, et d'autres. Ben, c'est vrai que ces entreprises sont bicorp, la plupart du temps, ont une action au quotidien sur leur écosystème, que ce soit sur la partie gouvernance, sur la partie sociétale et sur la partie environnementale. Donc pour nous, c'est essentiel, ces sujets-là. Et bicorp, et pour moi, il y a des entreprises ou des gens qui travaillent pour des entreprises qui sont bicorp ici ou pas beaucoup? Non, pas encore. Peut-être juste pour préciser, Bicorp, Oui. si jamais les gens ne connaissent pas, donc c'est un label qui vient plutôt des États-Unis, Benefit Corporations, et donc qui est appliqué aujourd'hui en France et dont pas mal d'entreprises, j'ai plus le nombre exact aujourd'hui, mais plusieurs centaines d'entreprises, je pense, se prévalent de ce label aujourd'hui Bicorp et qui est assez poussé. En fait, on passe un questionnaire sur un ensemble de sujets, sur la gouvernance de l'entreprise, son impact environnemental, son impact social, la manière dont on traite ses salariés, dont on traite ses parties prenantes. Enfin voilà, c'est un certain nombre d'analyses qui est poussé ensuite et qui est vérifié par les analystes de Bicorp, et ce qui nous permet d'avoir ce label qui en fait montre qu'on est une entreprise plus que responsable. Et il y a aussi la nécessité de changer ses statuts pour intégrer dans ses statuts l'idée d'être une entreprise qui contribue à une meilleure société. Enfin, je me souviens plus exactement la formulation, mais voilà, en tout cas, le label Bicorp, en 2 mots, c'est à peu près ça. Donc parce que vous avez certainement vu des entreprises qui peuvent se prévaloir, en tout cas dire, bah, nous, ces sujets sont des sujets importants, et puis certains d'entre vous vont dire, est-ce que c'est vrai quand ils disent ça? Ce qui est important avec ce label, c'est qu'ils auditent. Donc ils viennent voir votre entreprise, ils viennent voir si vous êtes vraiment responsable sur ces sujets-là. Donc quand tu parles d'impact, tu es sûr que ces entreprises, il y en a 6 000, plus de 6 000 dans le monde aujourd'hui, et ça commence à grandir en France. Voilà, donc c'est assez aligné. Donc la question, c'est toujours la même chose, c'est entre ce que nous pouvons dire et ce que nous faisons réellement. Et ce qui est bien parfois, c'est d'arriver à avoir cet alignement. Et justement, ça répond à l'enjeu de confiance dont tu parlais tout à l'heure, de se dire comment est-ce qu'on peut être sûr que ce que je vais consommer ou ce que je vais acheter, il y a une entreprise qui respecte ce qu'elle affiche haut et fort. Et donc ça me vient justement à la création de la fondation Epic. Donc on a commencé à percevoir un tout petit peu ce qui se cachait derrière. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, en 2014, sur le modèle un petit peu atypique de cette fondation que tu as créée? Bien sûr, donc je vous rappelle le principe de départ, des gens qui aimeraient faire plus, qui trouvent des difficultés à le faire, donc on s'est dit, ben, on va faire le travail pour vous, c'est-à-dire qu'on va vous redonner confiance dans des associations, dans des organisations sociales, donc comme un fonds d'investissement pourrait investir dans des entreprises tech, on s'est dit, bon, on va faire le même travail, on va aller aujourd'hui on travaille dans une quinzaine de pays, la France évidemment, mais dans une quinzaine de pays dans le monde, et on va chaque année aller trouver des organisations sociales, des entrepreneurs sociaux qui font un travail exceptionnel, mais on va les checker, les valider. Donc voilà ce que nous faisons, et chaque année on trouve des associations, des ONG incroyables, et quand on a ces organisations-là, on retourne voir des gens qui ont des moyens importants ou des grandes entreprises en disant, puisque vous vous posiez peut-être des questions, vous avez envie de faire plus, et by the way, vos employés vont vous demander de faire plus, et by the way, vos clients vont vous demander de faire plus, et vous l'avez bien vu ces dernières années, il y a quand même, et on le voit encore aujourd'hui à Hachette, quand j'en parlais tout à l'heure, vous voyez qu'aujourd'hui on parle d'impact plus que l'année dernière. C'est quelque chose qui est voulu par vous, vous et nous deux qui sommes ici, on va dire nous collectivement.
on a grandi dans un monde, en tout cas moi je parle pour moi et pour beaucoup d'entre vous, où l'alignement n'existait pas. On disait une chose et on ne faisait jamais la même chose, on le faisait jamais après. On se rend compte dans un monde qui est très peu égalitaire. Et on a grandi dans un monde où on pensait toujours que c'était la personne qui était tout en haut qui allait faire le boulot. Je pense qu'on s'est rendu compte que ce n'est pas suffisant. Et que ce qui est intéressant, c'est que ça soit au niveau de nous tous. Là, je parle nous en tant qu'employés, en tant qu'entrepreneurs, en tant que société civile, partie prenante et consommateurs. Et donc, c'est ce qu'on fait chez EPIC, c'est que chaque année, on trouve des associations, des organisations sociales, et on va convaincre des gens qui veulent faire plus, que la confiance est là, que ces organisations sont exceptionnelles, et on déploie ces sommes. Alors, 2 choses importantes par rapport à EPIC. EPIC n'a aucun modèle économique. Alors, vous l'ai expliqué, c'est que donc il y a des équipes, on est dans beaucoup de bureaux, mais en fait, il n'y a pas de modèle économique. C'est-à-dire que si demain, Frédéric, tu veux donner 1 euro, ou toi, Simon, 5 euros à une organisation qui est sélectionnée chez EPIC, 100% de vos dons partent aux organisations. Comment on fait? En fait, c'est simple, c'est moi qui vais autofinancer les frais de structure. Et donc ainsi, c'est un modèle pur. C'est la première retour que j'avais de la part de gens qui avaient confiance en moi, et donc j'avais confiance en eux, mais ils me disaient, mais quand je donne 100, Alexandre, est-ce qu'il y a 100 qui va dans cet endroit? Est-ce que c'est 80, c'est 70? Et là, je leur ai dit, tu sais, c'est simple. Hein. Pour revenir sur l'histoire de départ à 17 ans, quand je voulais gagner de l'argent. Moi, j'ai jamais voulu gagner de l'argent pour être le plus riche du cimetière. Hein. J'ai jamais voulu gagner de l'argent pour que mes enfants soient les plus riches de leur cimetière. Jamais. Moi, j'ai voulu gagner de l'argent parce que j'ai compris très jeune que les moyens financiers pouvaient nous permettre d'avoir des vrais impacts, pour revenir sur le terme d'impact. Donc voilà, le modèle d'EPIC, c'est un modèle pur. Et on a déployé des dizaines et des dizaines et des dizaines de millions d'euros. Et donc on a pu changer, transformer un certain nombre de vies. Nous, on s'occupe de l'enfance et de la jeunesse et de l'impact du climat. Donc ça, c'est une chose. Et deuxièmement, parce que tu parles d'EPIC, on a monté quelque chose avec beaucoup d'entrepreneurs. Donc tous les entrepreneurs qui sont ici, je vous encourage à nous rejoindre, ce qu'on appelle le EPIC Pledge. Le EPIC Pledge, c'est un modèle. D'ailleurs, cet après-midi, ceux qui assistent à la présentation de Seed Legals, donc c'est un Anglais qui vient, Anthony, je crois, son prénom, Rosen. En fait, c'est des entrepreneurs à travers le monde qui se sont dit, bah, moi, je vais m'associer à EPIC en signant une promesse, donc un pledge, une promesse, en disant, bah, si un jour mon entreprise réussit, si un jour mon entreprise fait des bénéfices, si un jour mon entreprise est rachetée, ben, je m'engage en la créant à redonner 1%, 2%, 10%, ce que vous voulez en fait, au bien social. Et donc on a des centaines et des centaines d'entrepreneurs qui nous ont rejoints en faisant ça, et c'est un message qu'on donne en fait. Le message, c'est un peu pourquoi vous faites autant de succès, si vous en faites tant mieux, et autant que dès le départ on s'associe en disant une partie de ça, ça redéployer. On voit bien effectivement l'intérêt de ton étude de marché, répondre à la crise de confiance en allant auditer, on va dire, les associations, les ONG, les entreprises sociales dans lesquelles vous avez fléché les financements. Et je sais aussi que vous avez un accompagnement sur la durée de ces structures pour les aider à progresser sur un certain nombre de sujets auxquels elles sont confrontées. Et puis le sujet aussi de dire, est-ce que j'ai donné assez? En fait, en s'engageant via Epic Pledge, ça nous permet de se dire que quand j'aurai les moyens, je garantis que je donnerai assez ou à la hauteur de ce que j'estime juste. Exactement. Ça m'amène à une question, donc tu en as pas mal parlé, l'idée d'entrepreneur au démarrage pour avoir les moyens financiers, ensuite de développer les moyens des ambitions, notamment en matière de philanthropie ou d'accompagnement de projets. Je pense qu'il y a pas mal d'entrepreneurs ici qui sont dans la salle, qui sont plutôt en création de leur entreprise. Moi, j'échange tous les jours aussi avec des entrepreneurs qui sont plutôt à leurs premières années. Et il y a toujours un petit peu une tension entre est-ce que je mets l'impact social au début, mais forcément, c'est des modèles qui sont compliqués, qui peuvent avoir un impact économique négatif sur l'entreprise, ou est-ce que je me dis, non, je me concentre d'abord sur la partie modèle économique, je me développe, je crois, j'ai les moyens de mes ambitions et je reverse. Quel conseil tu pourrais donner à des entrepreneurs qui sont dans cette tension un petit peu entre impact et rentabilité ou développement économique? Non, mais c'est une question clé. Alors c'est évidemment plus simple. Je parlais de Too Good To Go tout à l'heure, c'est assez simple parce que le modèle de Too Good To Go, son modèle principal, vous connaissez tous, hein, vous avez tous peut-être utilisé, je crois qu'il y a 15 millions de Françaises et de Français qui l'utilisent aujourd'hui. Et c'est dans le modèle économique en fait qu'ils sont sur le gaspillage alimentaire. Donc c'est vrai qu'ils n'avaient pas à se poser tellement la question, puisque leur modèle a un impact positif. Il est vrai que pour certaines entreprises, peut-être que vous êtes en train de créer, trouver tout de suite un impact quand il n'est pas dans le cœur du modèle, c'est beaucoup plus complexe. Alors après, c'est là où
je redis un peu ce que je disais au départ. Faites ce que vous pensez être ce qui est bien, en fait. Vous faites les jugements des autres, c'est compliqué. Si vous commencez à écouter les jugements des autres, vous allez, pas faire grand-chose, parce que la plupart des gens ils vont dire c'est pas pour toi, c'est pas possible, t'es trop jeune, t'es pas la bonne couleur de peau, t'es pas au bon endroit. Enfin, la liste, elle est longue, hein, des raisons pour lesquelles on ne peut pas faire. Soyons clairs, hein, il y a quand même plus de chances qu'on échoue qu'on réussit. Donc ça, c'est une bonne chose. Mais si tu tentes jamais, tu n'y arriveras jamais. Donc c'est 100% des gagnants ont tenté leur chance. C'est pas moi qui l'ai trouvé, et pourtant c'est une phrase que j'adore, parce que c'était la Française des Jeux, l'ancêtre de la Française des Jeux à l'époque, je ne sais plus comment ça s'appelait, l'ancêtre de la Française des Jeux, quelqu'un sait ici, qui avait trouvé ça, c'est magnifique, c'était pour la loterie nationale, voilà. 100% des gagnants ont tenté leur chance. Ah ouais, je pense que c'est un sujet assez fort. Donc, au XXe siècle, jusqu'à la fin du XXe siècle, jusqu'à une dizaine d'années, l'économiste qui avait le plus de poids à l'EM Lyon, ou dans toutes les grandes universités du monde, c'était un économiste qui s'appelle Milton Friedman. Et Milton Friedman, pour ceux qui en ont entendu parler, avait défini l'ESG ainsi. Il avait dit l'ESG, c'est quoi? C'est augmenter les profits. Donc l'ESG, vous connaissez, nos sujets qui nous importent à nous tous ici, d'environnement, sociétal et gouvernance. C'est de faire le plus de profits possible pour les actionnaires, ça rejoint ton point, et après l'actionnaire, on fait ce qu'il veut. Ça, c'est la vision, on va dire, du passé. C'est vrai que ce qu'on peut imaginer et espérer, c'est que ça ne soit pas quelque chose qu'on fasse dans un deuxième temps. Après, j'entends, je le vois au quotidien avec des amis entrepreneurs qui disent « Mais moi, penser Bicorp, penser reverser quelque chose quand moi je dois juste survivre », parce que je pense que certains d'entre vous le savez, hein, on survit. Hein. Il faut chercher des clients, à la fin c'est toujours ça, hein, il faut toujours quelqu'un qui signe un chèque. Hein, et chercher ce client-là, moi je pense que vous allez trouver de plus en plus de clients en vous différenciant. Et aujourd'hui, de mettre ces sujets-là au cœur de notre activité, ça nous fait nous différencier. Et même si ça n'empêche pas qu'il faut aller voir des clients, votre modèle, votre impact, ce que vous allez faire avec l'argent que vous allez gagner, va avoir aussi un impact considérable. Je vais juste faire 2 secondes sur une entreprise que j'aime beaucoup et vous allez comprendre ce que je veux dire par là. Qui a déjà utilisé, même chose, si vous pouvez juste lever la main, ceux qui a déjà plutôt utilisé, qui a déjà bu du lait, c'est qui le patron ici? Qui a déjà acheté un c'est qui le patron ici? D'accord. Est-ce que tout le monde connaît c'est qui le patron? Oui. C'est qui le patron? Par rapport à ce. Donc c'est qui le patron? Je vous explique rapidement. Tu connais bien c'est qui le patron évidemment. C'est une coopérative qui s'est positionnée en disant. Vous le savez certainement, le secteur professionnel qui a le plus taux de suicide, c'est les agriculteurs. Et en particulier les agriculteurs laitiers. Pourquoi? Parce qu'il y a un modèle économique qui n'existe quasiment pas, parce qu'ils sont pressurisés évidemment pour vendre le lait le moins cher possible. Ils n'ont pas d'aide, donc ce sont des gens qui n'ont pas de vacances. Hein. Soyons clairs, hein, aucune vacances. Quand je dis aucune vacances, c'est qu'ils n'ont pas le dimanche non plus. Parce que si personne s'occupe de leurs vaches, il ne se passe rien. Et donc, c'est qui le patron? Les 2 cofondateurs, dont Nicolas Chaban, se rendent compte de ça il y a quelques années et se dit comment tu pourrais prendre des vacances? Comment tu pourrais prendre tes dimanches? Et ils sont allés faire une étude de marché, tout simplement. Ils se sont rendus compte qu'il fallait qu'ils aient 4 cents d'euros en plus par litre de lait vendu. Est-ce que vous vous en souvenez combien coûte un litre de lait aujourd'hui quand vous l'avez acheté? On ne fait pas tellement attention, je pense à ça. 1 euro. Donc on dit de quelle manière je peux donner 4 cents d'euros à Simon l'agriculteur ou à Alexandre l'agriculteur plutôt que où? Plutôt que dans des vendeurs et plutôt qu'en communication. Donc si on dit on va mettre 0 budget de communication, 0 budget de vendeurs, donc il n'y a plus de vendeurs, et on va prendre les 4 cents qui vont là et on va les donner aux agriculteurs. Le monde pour ces agriculteurs a évidemment changé parce qu'ils ont pu prendre 1 semaine de vacances. 1 semaine. Mais quand vous les interviewez après, vous vous rendez compte le bien que ça leur a fait. Pourquoi je parle de ça? Vous le savez peut-être, les résultats après 6 ans maintenant, je crois que c'est 6 ou 7 ans, hein. Il faut demander à Adrien qui connaît aussi bien c'est qui le patron. C'est la première marque de lait vendue en France. Première. 100 vendeurs, 0 vendeur, hein, et sans communication externe. Pourquoi? Parce que nous, ici, on se pose maintenant la question en se disant, tu sais quoi? Si je peux choisir entre ce lait-là, qui va répondre certainement un peu plus à qui nous sommes en tant qu'individus, et celui-là, peut-être. Donc qu'est-ce que ça va changer? On espère que les autres vendeurs de lait vont s'associer à ça. Ce qui est intéressant par rapport à c'est qui le patron, marque évidemment,
j'adore, c'est qu'aujourd'hui, maintenant, ils ont 25 produits différents. Donc, si vous voulez demain acheter votre beurre, votre pomme, enfin, voilà, vous avez ça. Donc, c'est faisable. Parce que Nicolas Chaban, il y a 6 ans, s'il dit maintenant, je vais d'abord réussir ma marque de lait, puis après, je redonnerai, peut-être qu'il aurait réussi d'ailleurs, hein, mais pas à ce niveau-là. Donc, c'est faisable. Pourquoi? Parce qu'on veut autre chose. Nous, collectivement, nous voulons autre chose. Et ça s'appelle l'alignement. Et en fait, il n'y a pas d'alignement, il y a peu d'alignement. Ça me fait venir peut-être à ton autre activité, on va dire, d'investisseur plus traditionnel, et puis que c'est le volet plutôt philanthropique. Tu as donc le fonds d'investissement Bliss que tu pilotes également. Est-ce que tu peux peut-être déjà nous le présenter, nous dire un petit peu de quand date le fonds, quelle est votre thèse d'investissement, dans quel type de structure vous investissez, pour après voir justement comment est-ce que vous intégrez ces notions d'impact dans cette activité-là. Bien sûr, donc Bliss, c'est un fonds d'investissement qui investit, c'est plutôt une société d'investissement qui tente de faire que cet oxymore de finances positives ne soit plus un oxymore. Donc en fait, souvent, quand tu parles de finances positives, c'est difficile de mettre les deux termes ensemble. Et donc on se dit, ça doit être faisable. Et ça doit être faisable si on arrive, encore une fois, à être aligné avec ce qu'on fait. Et c'est pas parce qu'il y a de l'argent que c'est pas bien. C'est parce que de l'argent, c'est ça. De quelle manière tu vas déployer de l'argent d'une manière cohérente avec ton modèle. Et donc Bliss est devenue la première société d'investissement B Corp. Bliss, toute personne qui travaille chez Bliss reverse 20% de ses retours à des causes sociales. Chaque mois, toute personne qui travaille chez Bliss donne 5% de son temps, donc une journée et demie, à des causes sociales. Donc il y a un alignement des gens qui travaillent chez Bliss. Deuxièmement, l'argent qui est déployé va être déployé dans des entreprises qui vont être alignées avec ces sujets-là. Donc je prends l'exemple de Too Good To Go tout à l'heure, de Brut, il y en a un certain d'autres. On a financé par le passé d'entreprises comme Spotify, que vous connaissez, j'espère que vous utilisez Spotify plus que Deezer. J'essaie toujours de placer comme ça quelques placements produits. Mais voilà, Spotify au départ, ils ont grandi en disant, les gens qui écoutent de la musique en stream à l'époque, ça coûtait 99 cents. Hein. Peut-être qu'on ne s'en souvient pas, mais il fallait aller sur iTunes, c'était 99 cents par chanson. Hein. Et Spotify a changé ça, maintenant vous le savez, ça coûte 7, 10, de 15 euros, ça dépend quel plan vous avez. Et vous écoutez illimité. Donc ça, c'est donc nous, on est intéressé plutôt des entreprises qui sont plus grandes que du zéro, en tout cas, qui sont plus proches de 1 de 0, puisque les entreprises qui font normalement minimum 10 millions de revenus, de 10 à 100 millions de revenus, et qui sont numéro 1 sur leur marché, et qui ont des croissances évidemment toujours assez fortes, mais alignées avec ces méthodologies-là. Et donc on a à peu près, voilà. Et donc on a déployé quelques centaines de millions d'euros dans ces organisations-là. Et pourquoi ça fonctionne, c'est qu'en fait on surperforme. C'est-à-dire qu'en faisant ça, on a plus de 30% de taux de retour moyen par an pour les gens qui nous rejoignent. Donc, on arrive à démontrer que tu peux réussir tout en choisissant d'investir dans des entreprises qui sont alignées avec cette vision de la société. Et sinon, ça ne marche pas. Si tu fais ça et si derrière, tu dis désolé, mais on a perdu votre argent ou on n'a pas beaucoup ramené, des gens vont continuer à revenir vers la finance un peu plus traditionnelle. Bien sûr, c'est de toute façon évidemment un constat qu'on partage chez Inco. On investit aussi, mais plutôt dans des boîtes plus early stage, pareil des entreprises, mais vraiment impact natif, on va dire, qui mettent l'impact social et environnemental au cœur de leur mission. Peut-être justement une question par rapport à ça. Tu disais que toi, de votre côté, c'était plutôt des entreprises qui étaient leaders sur le marché, qui faisaient déjà 10 millions. Pourquoi pas de early stage pour les entrepreneurs qui sont dans la salle et qui voudraient venir échanger avec toi à la fin de la conférence? En fait, dans l'entrepreneuriat, et je pense que vous le savez toutes et tous, il y a un moment où il faut être un peu focalisé. Et c'est vrai que ce n'est pas les mêmes expériences quand on travaille sur du early stage, quelqu'un qui va se lancer, qui a une idée, un bout de papier, un business plan, que quelqu'un qui a déjà un business model et une croissance. Donc aujourd'hui, ça ne veut pas dire qu'à terme, on ne va pas descendre un petit peu pour aussi financer des entreprises plus jeunes, mais il fallait, comme toute chose, en tout cas, concentrer d'abord sur une typologie d'investissement. On est en train de travailler sur un fonds climat. Cela, c'était un fonds plutôt sur tout ce qui est consommateur et consommatrice. Donc, on est en train de travailler sur un nouveau fonds qui sera climat et on continuera à évoluer. Donc, peut-être que si on reparle sur cette scène dans 2 ans ou dans 3 ans, on aura peut-être un modèle qui sera plutôt sur du early stage. Voilà. Tu l'as dit tout à l'heure, donc vous avez notamment investi chez Too Good To Go. Je crois que tu es au bord de cette start-up.
qui est un exemple évidemment magnifique de réussite et de développement de start-up qui met l'impact au cœur de sa mission et qui réussit un développement national, international. Qu'est-ce qui fait, selon toi, qu'on n'a quand même pas plus d'exemples comme des Too Good To Go qui émergent aujourd'hui sur le territoire français? Qu'est-ce qui, selon toi, donc là on est ici au cœur du lieu totem du numérique de la région Rhône-Alpes, donc on est aussi dans l'écosystème, on va dire, start-up traditionnel. Qu'est-ce qui, selon toi, fait qu'on n'a pas plus de start-up à impact qui sont dans le Next 40, dans le French Tech 120? Qu'est-ce qui manque à ces acteurs-là ou à l'écosystème aujourd'hui pour favoriser un développement plus important? Je pense plusieurs choses. La première, c'est des succès. Et puis c'est une question aussi de timing. Je pense que Too Good To Go a du succès aujourd'hui. Peut-être qu'il y a 10 ans, elle n'aurait pas eu. Parce qu'encore une fois, je pense que l'évolution de nous en tant que consommatrices, consommateurs, citoyennes, citoyens a aussi évolué. On préfère peut-être prendre cette solution plutôt qu'une autre. Et ça arrive, on le voit. Quand tu vois un Yuka, ce qu'ils ont réussi à faire, quand tu regardes la volonté avec les modèles nouveaux d'une entreprise qui est une entreprise phare dans la région, qui est Indie pour les entrepreneurs. Je ne sais pas si beaucoup d'entrepreneurs utilisent Indie ici ou pas? Quelques-uns, non? Indie, allez-y, enfin, je ne suis pas actionnaire, donc je le dis avec... c'est qu'Indie, en fait, ils ont un modèle freemium pour tous les entrepreneurs. Vous avez gratuitement, pour un lancement d'entreprise, c'est plutôt sur la comptabilité ce qu'ils font. Mais allez voir leur site, parce que c'est un modèle gratuit pour beaucoup d'entrepreneurs qui se lancent. Donc, il existe ces entreprises-là, mais il faut en fait qu'ils arrivent à sortir. Ça prend comme quelques années pour que ce succès soit suffisamment reconnu. Et c'est vrai, on avait parlé il y a quelques années aussi d'une entreprise comme le slip français, vous connaissez aussi. Il y a un moment ou un autre, il faut aussi qu'on soit OK, je prends l'exemple du slip français, de payer peut-être quelque chose, 1 euro de plus, ou 5, ou 2, ou un lait peut-être un petit peu plus cher. Et ça aussi, parfois, ça reste un peu compliqué. Je pense que les crises, en particulier la crise de la Covid qu'on a vécue, nous positionnent ou nous questionnent quand même sur certaines marques. On prend Chine, enfin, je pense que... j'espère, je ne me demande pas, je ne veux pas voir. Si je vous laisse la main qui a déjà acheté ou qui connaît déjà les gens qui ont acheté sur Chine, mais comment on peut encore accepter, sans broncher, que des marques comme ça existent, quoi. Moi, et je pense que c'est notre rôle à nous. Et là, je parle de citoyens que nous sommes, de dire c'est pas possible, quoi. C'est pas possible qu'on puisse accepter, parce qu'on sait tous pertinemment que tout ce qu'ils font, mais tout, est entièrement contre tout ce qu'on imagine, tout ce qu'on croit pour une vie positive et prospère. Et pourtant, voilà. Et encore une fois, je ne suis pas un paragon de vertu. Il y a encore une semaine, j'ai acheté sur Amazon. Je m'en veux, quand le colis arrive, je sais que personne ne le voit. Donc je ne dis pas qu'il faut qu'on soit des paragons de vertu, évidemment. Mais il y a des moments où c'est dans l'excès. Donc c'est ça qu'il va falloir qu'on fasse, des choses qu'on se repositionne. Et justement, c'est ces entreprises-là qui peuvent réussir. Mais si on prend l'exemple de Too Good To Go, tu parlais du podcast. Je vous conseille, pour ceux qui aiment écouter du podcast en marchant, en courant, voilà, ça s'appelle Pause, c'est le podcast que j'ai. Parce qu'on a Lucie Bache, je pensais au podcast, parce qu'on a Lucie Bache, la cofondatrice, qui a ce podcast-là. Et toutes les semaines, j'interviewe quelqu'un qui, normalement, n'aurait pas dû réussir, si on prend les canons de la réussite qu'on pourrait imaginer. Et pourtant, ils ont fait des choses assez exceptionnelles. Donc c'est un peu l'objectif. Alors c'est pour ça que je le promeus comme ça, parce que comme je touche rien, voilà. Il y a aussi un bouquin, mais le bouquin, je touche quelque chose, donc j'ai pas envie de vous dire d'acheter le bouquin. Voilà. Le podcast s'appelle Pause sur toutes les plateformes, dont Deezer. Il faut dire aussi Deezer le fait. Donc pour ceux qui n'ont pas que Spotify, n'hésitez pas sur Deezer. Mais c'est assez inspirationnel parce que je pense que c'est ça aussi qui, moi, m'importe. Et je pense que c'est le même cas chez vous. C'est écouter les autres, c'est apprendre des autres. Et c'est pour ça que j'adore ce podcast-là, parce que j'aime apprendre. Et je pense que c'est en apprenant ces succès, comment ils ont réussi à mettre dans leur modèle. Il y a aussi Julie Chapon de Yuka qui a interviewé. Il y a beaucoup de ces entrepreneurs. Timo Lamarck de Castali, qui nous dit « Mais comment toi t'as fait? Est-ce que c'est faisable de mettre ce sens ?» Mais il y a des gens qui ont fait différemment également. On arrive bientôt à la fin de l'échange. J'ai encore une ou deux questions peut-être pour toi. J'aimerais qu'on se projette un petit peu dans l'avenir aussi. Donc, de ce que j'interprète en tout cas de tes propos, c'est que selon toi, il y a quand même un mouvement aujourd'hui d'accélération en faveur des entreprises qui placent l'impact social au cœur de leur mission, que ce soit du fait que les consommateurs, il y a une prise de conscience collective qu'il faut encore accélérer, mais qu'il y a une prise de conscience qui vont plus se diriger vers ces acteurs-là, et que du coup, c'est une question de temps avant qu'elles se développent, qu'elles prennent un peu
plus d'ampleur. Est-ce que c'est l'évolution que tu perçois du secteur? Est-ce que tu vois d'autres tendances pour les entrepreneurs qui se développent aujourd'hui qu'il faudrait anticiper, prendre en compte dans les années à venir? Je pense que la plus grande évolution qu'on a vécue, et je pense qu'elle s'est accélérée après la crise de la Covid, c'est le fait qu'on se rend compte qu'on veut être un peu plus aligné. Donc on veut rester dans la région Rhône-Alpes. Pourquoi partir à Paris si on peut rester ici? On a plutôt envie d'avoir notre propre vision du succès. Alors après, peut-être que ce n'est pas celle qu'on nous a étudiée, qu'on nous a éduquée ou nous a donnée à l'école ou en université. Donc oui, je pense qu'il y aura après de nouveaux Simon. Il ne faut pas être trop fleur bleue et bisounours. C'est pas facile. Notre vie à tous entrepreneurs, c'est trouver des clients et qu'il faut bien comprendre le client. Moi, ce que je vous dis, c'est que de plus en plus, le client va être sensible à ça. Pourquoi? Parce qu'il voit que dans sa propre entreprise, les gens qui travaillent avec lui ou avec elle, ou pour lui ou pour elle, sont sensibles à ça. Et donc, c'est la base. C'est nous la base. Hein. C'est cette base-là qui dit, c'est ça qu'on veut. Donc, ça va d'acheter son lait correctement, d'acheter le livreur du coin, enfin, être anti, mais soyons anti s'il le faut. Mais sauf que pendant des années, on a été trop. Donc là, c'est ce système-là. Donc ces marques, elles existent. Et souvent je veux terminer. J'aurais bien aimé qu'on parle des Jeux Olympiques. Peut-être qu'on a 15 secondes, parce que j'aurais bien aimé. Les Jeux Olympiques arrivent dans un an. Vous le savez toutes et tous, peut-être. J'espère que vous suivrez et que on est dans. Pourquoi je dis on est, c'est que je suis administrateur de Paris 2024 et on a travaillé. C'est un point important. Il y a 7 ans de ça sur comment mettre du sens ou plus de sens sur ces sujets de la candidature. À l'époque, on était en face de Los Angeles et on a beaucoup travaillé avec Tony Estanguet et les équipes de Paris 2024 pour dire comment on peut faire les choses différemment quand c'est le plus grand événement mondial. Et on a monté pas mal de... Enfin, on a proposé beaucoup de choses au CEO. Et on a implémenté quelque chose il y a 3 mois qui sont les tribunes solidaires. Les tribunes solidaires, c'est que si vous achetez des billets pour les Jeux Olympiques, vous allez pouvoir à la fin rajouter 2 € sur votre billet. Et ces 2 € vont être en fait mis en commun pour faire venir des gens dans les stades qui n'auraient jamais les moyens d'aller dans les stades. Ce qu'on appelle les tribunes solidaires, ça n'a jamais été fait à ce niveau-là, puisque c'est 13 millions de billets qui peuvent avoir ça. Et donc, là aussi, peut-être qu'il y a 2 Olympiades, on n'aurait même pas pensé à ça. Mais aujourd'hui, on se dit que ça devrait être normal. Et l'objectif, c'est que dans n'importe quel événement futur, on puisse rajouter ça. Alors, je ne sais pas si H7, vous le faites, c'est 2 € sur chaque ticket, mais peut-être l'année prochaine, ce sera la bonne occasion de le faire. Et je voulais terminer sur par rapport à ta question que tu me posais, une autre question pour vous faire participer une dernière fois. Qui trouve normal qu'une entreprise comme, je peux en citer un certain nombre, mais en prenant Apple, qui trouve normal qu'une entreprise comme Apple, qui fait combien, Simon, de profit cette année? 60 milliards, 70 milliards? Je n'ai pas les chiffres en tête. Beaucoup. Qui trouve normal qu'une entreprise qui fait, on va dire, beaucoup de profit, ne paie pas ses impôts en France? Est-ce qu'une seule personne peut lever la main en disant que c'est normal? Non. Maintenant, je vais vous poser une autre question, vous allez comprendre l'intérêt de cette discussion. Qui, s'il vous plaît, lève la main, qui a un iPhone dans sa poche aujourd'hui? Levez la main, n'ayez pas honte, ne vous inquiétez pas, ça va. Voilà. Et ça, c'est un désalignement. Parce qu'on est tous d'accord, c'est totalement inacceptable. Juste après vous quitter, là, je vais partir à Vaux-en-Velin, au Pôle emploi de Vaux-en-Velin. Et je peux vous dire, c'est la même question que je vais leur poser. La même. Et ça, c'est inacceptable. On ne peut pas, dans le monde d'aujourd'hui, continuer à avoir autant de profits. Ce n'est pas le voir des profits qui pose un problème. Le monde est libéral. Mais c'est que dans un monde hyper libéral, on ne soit pas hyper social. Et c'est ce sujet-là sur lequel nous, collectivement, nous avons un impact parce que c'est notre décision. Pas la décision de quelqu'un là-haut, c'est nous. Merci beaucoup. J'ai une dernière question, si tu me l'autorises, pour toi. Donc, tu es un entrepreneur, tu as connu des succès, des difficultés. Aujourd'hui, on est sur une journée qui est vraiment dédiée à de 0 to 1. Aujourd'hui, on est face à une crise, inflation des matières premières, sur la peine de la crise du Covid. Ça peut être un contexte anxiogène pour des personnes qui voudraient monter des boîtes ou qui viennent de monter des boîtes, qui se posent des questions. Est-ce que j'ai pris la bonne décision ou non? Quels conseils ou quelles remarques ou qu'est-ce que tu aurais envie de partager là, aux entrepreneurs qui sont dans la salle, dans le contexte actuel, pour les soutenir ou les accompagner dans leur démarche?
faites-le. Enfin, on a des exemples très importants. C'est certainement les meilleurs moments de le faire. Parce que quand tout va bien, comme c'était il y a 1 an, 2 ans, 3 ans, quand tout va bien, quand le financement est là, quand en fait vous avez encore plus de concurrence, parce que tout le monde pense la même chose. Quand ça va un peu moins bien, il y a beaucoup de gens qui se posent la question, qui disent dans ce cas, je vais plutôt rester au chaud, je vais rester dans l'entreprise, je vais continuer mes études un peu plus longtemps. Donc c'est les bons moments en fait, parce que c'est vrai qu'il faut être parfois un peu fou, parce que quand tu as une tempête dehors, parce que c'est une tempête qu'il y a dehors, il faut parfois se poser les questions. Mais si vous êtes préparé, si vous savez que la tempête est là, vous allez être un peu plus habillé, un peu plus chaudement. Mais non, il faut surtout pas avoir de regrets. Il faut savoir pourquoi vous le faites. Très important, mais après on pourrait parler d'une autre heure sur la raison de notre existence et pourquoi on est ici, donc ça serait plutôt philosophique, on l'attendra plus tard ce soir peut-être, mais surtout, voilà, essayer de définir le pourquoi est essentiel, mais surtout, faites-le, n'ayez pas de regrets, surtout pas. Merci Simon. Merci Alexandre, merci à toutes et tous. Merci à vous. Rendez-vous dans quelques minutes sur cette même scène pour découvrir aussi des témoignages d'entreprises inspirantes qui justement ont placé l'impact au cœur de leur mission. Donc l'impact continue sur cette scène. Merci à toutes et tous pour votre participation.